diaporama pour discuter un tout petit peu, vraiment en toute humilité, du parcours de soins qu'on souhaite proposer pour le début de la thérapie génique en France lorsque les premiers patients arriveront. On avait d'abord imaginé ce parcours pour l'accès précoce. Il n'y a pas eu d'accès précoce, mais les règles, à mes yeux, restent à peu près pareilles parce que non seulement les patients ont besoin d'informations, mais les professionnels de santé ont besoin de mieux comprendre les enjeux et apprendre à gérer ces patients-là. Et actuellement, l'expérience clinique est extrêmement réduite. Donc, pour parler du parcours de patient, je vais commencer d'abord du choix thérapeutique et la décision partagée. Pourquoi choix thérapeutique? Dans quel environnement la thérapie génique arrive? Eh bien, dans les 25 dernières années, prise de décision partagée était, si je peux me permettre, exprimée à son niveau minimal, puisqu'on avait facteur 8 recombinant, facteur 9 recombinant versus plasmatique, et on pourrait vite tomber d'accord avec les patients, avec des grands débats scientifiques, mais le choix était assez limité. Actuellement, voilà ce que nous avons, ce qui arrive dans les mois, dans les semaines qui arrivent. On a toujours des traitements substitutifs, standards, demi-vie allongée, les bypassants. On a les non substitutifs, des mimétiques, il y en a plusieurs. Il y a des médicaments qui modifient l'équilibre de l'hémostase. On a entendu parler des anti-TFPI, des anti-antithrombines, le SARP-PC. Et puis, il y a la thérapie génique. Et il y a l'édition génomique qui est à la porte, des thérapies cellulaires. Voilà dans quel environnement les thérapies géniques vont arriver. Donc, quand on regarde, quand on tape dans PubMed, prise de décision partagée et hémophilie, vous voyez qu'il n'y a pas encore beaucoup de papiers, il n'y en a qu'une quarantaine, mais c'est surtout des papiers qui sont arrivés dans les dernières années avec ces nouvelles thérapeutiques qui ont apparu. Donc, la filière MEMO avait déjà commencé à réfléchir sur la prise de décision partagée. Il y avait déjà des groupes de travail qui ont travaillé bien avant le sujet de thérapie génique. Donc, c'est une filière où on avait une prise de conscience dessus. Et par rapport à ces multiples thérapeutiques disponibles aujourd'hui et demain, au sein du CRH, en coopération avec les représentants des patients, on a voulu développer un outil pour les traitements de l'hémophilie, y compris la thérapie génique, pas que pour la thérapie génique, sous forme de 3 volets. Un premier volet, un outil destiné à l'utilisation des professionnels de santé dans le cadre des CRC pour donner les informations de manière neutre sur chacune des options thérapeutiques pour les patients, et on va y venir. Et on a voulu que cet outil soit indépendant de l'industrie pour garder cette neutralité et la loyauté de l'information. Deuxième volet, les brochures, des brochures patients qui sont issus de ce premier outil où il y a des rappels visuels et des messages principaux qu'on aimerait que les patients retiennent pour les traitements sur lesquels ils s'orientent. Et ça, pour discuter, pour réfléchir, les partager avec leurs aidants. Et un troisième volet de véritable outil de thérapie génique avec un questionnaire détaillé, quels sont les projets de vie de patients, leurs priorités, qu'est-ce qui est important dans différentes options thérapeutiques pour eux, et qu'ils puissent compléter ça. Ça sera sous forme d'une enquête au niveau du site du CRH avec des liens sur le site de MEMO, de l'AFH, où les patients peuvent rapidement le trouver. Et venir à la prochaine consultation avec une synthèse de leurs réponses pour pouvoir poursuivre la décision avec leur médecin. Très rapidement, à quoi ça va ressembler ces choses-là? On est parti sur un outil pour les CRC sous forme de PowerPoint, où on va partir sur l'explication des différents traitements. Exprès, on n'a pas mis beaucoup de texte pour que le médecin puisse adapter son discours à différents patients et leur degré de connaissance avant la consultation. On est parti des billes d'Olivier, je trouve que c'est très bien comme ça. Et puis, on va partir en détail pour chacune des options thérapeutiques, en détail, quel est le volume d'injection, c'est par quoi, quelle est la durée d'action, est-ce que la voie d'administration c'est IV, sous-cutané, et le patient va réagir à chaud, ça c'est important pour moi, non, je m'en fiche que ce soit par voie intraveineuse, etc., etc. Et on évolue, on déroule toutes les possibilités, les non substitutifs et la thérapie génique. Avec la même approche, quels sont les critères d'éligibilité aujourd'hui, quels sont les enjeux de sécurité, les obligations patients aussi, qu'il ne faut pas oublier. Et ça va servir de base et ça va être un outil bien sûr évaluable avec l'arrivée de nouvelles molécules. C'est pour ça qu'on le voulait électronique et pas papier, pour qu'on puisse le mettre à jour très régulièrement.
Et issu de cet outil, on a réfléchi pour la thérapie génique 2 brochures, une pour l'hémophilie A, l'autre B, qui reprennent les mêmes schémas, qui reprennent les mêmes résultats principaux des molécules actuellement disponibles, avec les critères d'éligibilité, les points forts, les points faibles par rapport à ce qui existe, les obligations des patients. De plus en plus, on s'oriente à dire peut-être qu'on devrait même signer un contrat avec les patients, pas pour restreindre les choses. Ce sont des molécules qui ont l'AMM, certes, mais les greffes de moelle aussi, mais pour s'assurer qu'ils ont vraiment eu toutes les informations qu'il fallait avoir et qu'ils sont conscients des obligations, parce que c'est l'identification des patients et leur suivi, surtout la première année où il y a des visites vraiment fastidieuses, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils acceptent parce qu'on peut perdre vraiment l'efficacité pour des patients qui ne viennent pas à leur visite. Et à réfléchir, donc ça peut être un contrat moral, ça peut être signé, je ne suis pas sur le plan juridique, mais il faut que les patients aient vraiment cette compréhension de leurs obligations et partager les incertitudes avec les médecins. Donc tout ça s'insère dans un modèle décrit en Europe sous forme de modèle hub-and-spoke pour la thérapie génique. Le concept a apparu en 2021 en coopération de la société savante IAD avec les représentants européens des patients EHC. Et si on regarde les objectifs, ce n'est pas du tout, je dirais, identifier des centres hub qui sont très bons par rapport aux autres. L'idée, c'est vraiment de sécuriser ces thérapeutiques sur lesquelles on a énormément d'incertitudes et d'inconnus. C'est un partage d'expérience, le peu qu'il y ait, il n'y en a pas beaucoup, et surtout s'orienter vers une expertise multidisciplinaire et ne pas gérer ces patients-là sur lesquels on n'a pas toutes les compétences, et notamment je pense à des choses sur le plan hépatique, immunologique et autres, dans notre coin, sachant qu'on n'est pas compétent pour toutes ces problématiques-là. Il faut qu'on s'entoure. Et par quel moyen? C'est un parcours de soins qui sera coordonné. Il va falloir identifier vraiment les patients. On a vu que ceux qui avaient des problèmes hépatiques avant la thérapie génique n'ont pas beaucoup de chances d'avoir de succès. Donc, ce n'est pas une urgence thérapeutique. On peut d'abord s'occuper des autres comorbidités des patients avant qu'ils deviennent de bons candidats pour la thérapie génique. Donc, il y a vraiment une réflexion, un partage d'informations à avoir avec les patients. Et puis, une surveillance très étroite et multidisciplinaire, surtout la première année, par rapport non seulement à l'efficacité du traitement, mais aussi à des effets secondaires. Et ensuite, un suivi à vie. Et ça, c'est Roselyne qui va le développer selon le dispositif national France Coag, parce que là aussi, on a beaucoup d'interrogations actuellement. Le modèle hub-and-spoke tel que ça a été décrit en Europe, ça donnait beaucoup de responsabilités. Je ne vais pas tout détailler, mais au centre hub. Pour dire en 2 mots, les gens, ils venaient, ils se faisaient injecter dans un centre hub. Ensuite, toute la gestion des effets secondaires, les accidents hémorragiques des patients, le remontée de données à des bases de données, c'était fait par le centre hub. Donc, ces patients-là, presque, on les extrayait de leur CRC habituel. Ce n'est pas ce qu'on a souhaité faire en France. On a imaginé un système où les patients resteront avec leur médecin, leur centre, en qui ils ont confiance et qu'ils travaillent depuis des années. Donc, le CRC habituel, c'est ce qu'on appelle les centres SPOC. On a appelé les centres hub des centres injecteurs et on a mis une couche au-dessus qui s'appelle les RCP, thérapie génique CRH MEMO, qui seront des RCP justement multidisciplinaires pour qu'on puisse échanger le peu d'expérience qu'il y a, qu'on réfléchisse ensemble. Vous avez entendu tout à l'heure qu'il y a des inconnus. On a imaginé des choses, on a pensé qu'on pourrait sécuriser, mais il y a des effets secondaires qui apparaissent qui n'étaient pas du tout attendus. Donc, il faut qu'on puisse les déterminer parce que si à Paris, il y a un patient qui fait quelque chose, ça va, mais il faut avoir tous les patients français pour pouvoir dépister réellement tous et ça à l'échelle mondiale ensuite, parce qu'il y aura très peu de patients au départ. Hop. Donc, les centres injecteurs, on a pensé à 5 centres. Le premier critère, c'était de pouvoir couvrir tout le territoire national pour éviter aux patients de voyager pendant d'un bout à l'autre du territoire. Deuxième, c'était de répondre aux agréments nécessaires, mais je pense que ça va être levé très vite parce qu'il y a ce qu'on appelle les carticelles qui est fait dans tous les CHU et je pense que les MTI, ça ne va plus devenir un problème. Mais on voulait aussi qu'il y ait au moins quelques centres, si je peux m'exprimer ainsi, qui ont déjà essuyé un peu les plots avec les patients des essais cliniques
qui ont géré ces patients-là pour pouvoir se mettre autour d'une table dans ces RCP et réfléchir ensemble. Donc voilà pourquoi ces centres choisis. Ils ont tous inclus des patients, géré des patients, et ils permettent d'avoir ce maillage national. L'éligibilité des patients, c'est un grand sujet. Jusqu'à présent, les patients étaient éligibles selon leur type d'hémophilie à tout. Je veux dire, il n'y avait pas de critères pour prendre l'emicizumab au facteur 8. Il y avait le choix. Maintenant, il va y avoir malheureusement des déceptions, des gens qui peuvent être réellement motivés, mais ils ne seront pas éligibles. Ça aussi, il va falloir les gérer. Et cette recherche et titrage d'anticorps neutralisants anti-AAV5 est capitale. Il faut qu'on les fasse très vite, justement, pour ne pas lancer les procédures et derrière de dire désolé, mais vous n'êtes pas éligible en fait. Donc, il faut que les patients sachent d'emblée s'ils peuvent aller plus loin ou pas. Donc, les critères d'éligibilité, vous les connaissez tous. Je ne vais pas détailler pour laisser du temps à la discussion, avec ce gros point sur les critères sérologiques. Il y a un bilan qui est très focalisé sur la santé hépatique. Ça, c'est indispensable. Et non seulement il faut que ça soit fait, mais si le patient est sérologiquement répondant, s'il a les critères d'éligibilité et le bilan hépatique semble être correct, étape suivante, la RCP nationale pour confirmer si le patient est réellement éligible pour la thérapie génique ou pas. Et là, il y aura des hépatologues qui sont référents sur le plan national. Il nous en faut plusieurs parce que, en claquant les doigts, celui qui est expert ne sera pas toujours disponible. Donc, il faut un pool d'hépatologues qui sont sensibilisés, qui ont parlé ensemble, qui ont travaillé sur des procédures, qui vont tenir un discours à peu près similaire, qui vont répondre à ces demandes de RCP pour nous conseiller. Tout à l'heure, on avait abordé en 3 secondes la question des dosages d'alatasate. C'est quelque chose, les alates surtout, sont assez variables, même chez un même individu. Ça nous paraissait important de vérifier ça plusieurs fois avant cette procédure pour que, dès que ça bouge, qu'on sache un peu quelle est la variabilité intra-individuelle des enzymes chez ce patient-là pour qu'on ne s'alarme pas devant une petite montée, puisque les montées qu'on observe, malheureusement, ça reste dans les valeurs normales, donc on ne s'attend pas à des valeurs d'hépatite. Bien sûr, pendant que ces processus d'éligibilité évoluent, l'accompagnement psychologique est extrêmement important. Donc là, on a commencé à parler des problèmes d'éligibilité, mais également, c'est des thérapies qui sont irréversibles. Ça va changer la vie des patients. Ils savent que c'est one shot, il n'y aura pas un deuxième recours. Et puis, est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher? Il y a plein de questions sur lesquelles on a besoin des professionnels. Et les médecins, on n'est pas toujours les meilleurs candidats pour aborder ces choses-là avec les patients. La consultation pharmaceutique pour les centres où il y a un pharmacien clinicien est important pour apporter plus de réponses techniques sur les molécules pour les patients qui veulent s'informer. Ça peut apporter un plus. Et puis, surtout pour l'hémophilie A, je dirais, où il y a des réactions hépatiques très importantes. Dans 80% des cas, on a vu du recours à la corticothérapie, une évaluation par ostéodensitémétrie pour voir les taux osseux des patients, ça nous paraît important avant de se lancer également. Et si ce délai de réflexion, qui n'est pas du tout urgent, encore une fois, ça prend plus de 3 mois, il va falloir recontrôler la sérologie anti-ARV pour être sûr qu'il n'y a pas eu une séroconversion positivité pendant ce délai de réflexion. Eh bien, quand on est là, on contacte, c'est le CRC qui contacte le centre injecteur, parce que là aussi, il faut une prévisite. Prévisite pour plusieurs choses. Il faut reformuler les choses, apporter les informations. Peut-être que le patient n'avait pas posé à son CRC. Vérifier qu'il a vraiment tout compris, les obligations. Vérifier les critères d'éligibilité. Mais aussi, c'est un contrat de confiance. On va injecter un traitement qui va changer la vie de quelqu'un et on est des total inconnus pour ce patient-là. Il faut qu'il y ait une relation de confiance. Il faut que le centre soit connu par le patient. Et ça nous paraissait vraiment très important. Après cette étape, eh bien, après la dernière sérologie, dans les 6 semaines, il faut qu'on donne un rendez-vous d'injection. Là aussi, ça va être, on va dire, quelque chose à gérer le jour de l'injection. Mais j'insiste beaucoup, même si je vois des têtes secouées dans le sens négatif, l'obligation des patients, ça nous paraît vraiment important. C'est ce que j'appelle le contrat. Il y a un suivi médical très régulier qui est indispensable. Il y a l'éviction d'alcool pendant au moins 6 mois.
Il y a des mesures de contraception, on a vu dans les spermes, ça reste jusqu'à 6 mois. Et puis l'accompagnement psychologique. Tout le monde n'est pas pareil, mais il va falloir prendre en compte ces choses-là. Donc, il y a toute une organisation entre la pharmacie hospitalière et le service clinique, le centre injecteur, à mettre en place le jour J pour que les choses soient le plus fluide possible. Probablement que là où il y aura plus de difficultés, il faut que le patient soit là très tôt, peut-être même la veille. Il faut qu'il vienne avec un bilan déjà fait la veille, parce que si on lui trouve une CRP à 80, personnellement, je ne l'injecterai pas ce jour-là. Donc, il y a plein de précautions. Et puis, la pharmacie reconstitue un nombre important de flacons. Il faut que ces choses-là soient faites on va dire, dans l'état de l'art. On va y revenir 2 secondes à la fin. Et puis, bien sûr, les patients seront surveillés après injection immédiate pendant quelques heures dans les centres. Surveillance post-thérapie génique, 2 objectifs. Bien sûr, vérifier l'efficacité et rechercher la toxicité, agir dessus le plus rapidement possible. Et là aussi, on va avoir affaire à la RCP. On va les solliciter, les hépatologues, pour nous guider à prendre la décision de corticothérapie, pas corticothérapie, parce que les corticoïdes en soi est déjà toxique pour les hépatocytes. On n'a pas envie de les sortir pour un oui, pour un non non plus. Et la difficulté par rapport à un oncologue, neurologue, c'est que eux, c'est vraiment un effet secondaire, et nous, c'est la cellule cible qui va synthétiser. On a envie de le protéger, mais on a aussi très peur de l'endommager. Donc, il y aura des visites fixes obligatoires, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, dans les meilleurs du monde, parce que ceux qui ont fait une inflammation hépatique, ça va être beaucoup plus fréquent. Et puis, un recueil de données à vie, avec plusieurs questions d'inconnus. Combien de temps ça va durer l'efficacité? Est-ce qu'on va avoir plus d'accidents cardiovasculaires chez ces patients? Le risque thrombotique, on a vu dans les études, certains patients sont sous anticoagulants à vie maintenant. Ce n'était pas non plus le but recherché. Et puis, la question d'intégration. Certes, on a vu ce matin de manière détaillée les arrivées et le gène qui est rapporté reste en épisome, ne s'intègre pas dans la majorité des cas dans le génome du patient. On parle des taux d'intégration sur 100 000, mais n'oubliez pas, on a apporté quand même 10 puissance 13 génomes vecteurs. Dans nos corps d'adultes, il y a à peu près 10 puissance 12 à 10 puissance 16 cellules, selon le poids des patients. Vous imaginez la quantité de vecteurs génomes qui peut s'intégrer. Heureusement qu'on a beaucoup plus de parties non codantes que codantes dans nos gènes, et que même s'ils s'insèrent à certains endroits, ce n'est pas toujours catastrophique, mais il faut qu'on soit très vigilant et qu'on puisse surveiller ces patients-là, sachant qu'il y en aura encore une fois peu au départ. Donc si on veut résumer ce parcours, on a vraiment centré les choses sur les CRC, donc identification des patients, bilan d'éligibilité, avec une ratification des choses via les RCP nationales, multidisciplinaires. Ensuite, prise de connaissance avec le centre injecteur de choix, l'injection du produit, suivi dans le centre de CRC, avec un dialogue avec le centre injecteur, et au moindre doute, à la vraie question d'intervention, RCP nationale, et ensuite remontée de données via les CRC habituels vers le dispositif FranceCoag. Tout ce que je viens de vous dire, ça, c'est au nom de tout ce groupe de travail que vous voyez sur le papier, qui ont travaillé ensemble. Il y a beaucoup de professionnels de santé, des représentants des patients. Je remercie Sophie Suzanne d'avoir relu le document pour la filière mémo, et tout ça, ça a été déjà publié dans le journal Hématologie à disposition de tous les centres sur le site du CRH. Ça, c'est le côté médical. Je ne vais pas être beaucoup plus long, mais 2 slides de plus. Pour que les choses se passent au mieux, on a conçu le projet Synergie. C'est la coordination pharmacie-thérapie génique au niveau des 5 centres injecteurs. Il y a 3 axes d'homogénéisation, partage de procédures et d'informations. Au niveau de la contractualisation, il y a des acheteurs. Il y a la préparation d'un MTI. Il y a des experts dans tous les centres, mais tout le monde n'a pas les mêmes hôtes, tout le monde n'a pas les mêmes infrastructures. Et puis, je vais vous faire un cas. Je reçois les 20 flacons de mon patient le matin, et ma pharmacienne maladroite, elle en casse une. Elle en casse une, 2 questions médicales, une question prix. Est-ce que je peux injecter 19 autres flacons en espérant que ça va être aussi efficace que les 20? Est-ce que j'annule
Est-ce que je récupère les fonds des flacons de 19 autres pour en faire une autre? Est-ce que je peux en faire ça? Je ne sais pas. Et puis, qui va payer? On parle des millions. Donc, tout ça, il faut qu'on les discute, il faut qu'on les prépare, et en calme. Et puis, les pharmaciens cliniciens, pareil, pour que les choses se passent au mieux, pour que les patients ne passent pas des jours dans le centre le jour d'injection, ils ont un rôle majeur pour la fluidité des choses. Et enfin, le projet Convergence sur lequel on va commencer à travailler, ça c'est, on va dire, une convergence d'expertise, de multidisciplinarité. Encore une fois, on connaît un peu l'hémophilie, mais on ne connaît rien au foie, il faut le dire honnêtement. Et j'ai la chance d'avoir à Lyon, comme des voisins, l'IHU des pathologies Everest. C'est l'Institut hospitalo-universitaire des hépatologues, avec qui on a commencé à réfléchir. Et quand je vois toutes les demandes des patients, on a besoin des outils de formation pour les patients, mais également pour les médecins sur ces problématiques de toxicité hépatique. Donc, on a commencé à réfléchir sur ces outils. Et puis, à partir de là, il va falloir constituer un réseau d'hépatologues qui vont travailler ensemble pour pouvoir nous aider. Et je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Avant que je regarde en ligne, je ne vois pas de questions. Alors, Thomas, si. Merci à vous, professeur Dargaud. En fait, je pense sur la question de l'obligation des patients. Je comprends ce qu'est l'intention qu'il y a là. C'est-à-dire, au fond, une nouvelle thérapeutique, nous savons peu de choses. Il y a un réel besoin de suivi thérapeutique. D'une certaine manière, on a besoin très fortement de votre adhésion au sujet pour être sûr qu'on minimise les risques potentiels. Ensuite, simplement, je me dis que, surtout en matière médicale, où on est principalement dans une obligation de moyens, vous n'avez pas d'obligation de résultat, je veux dire juridiquement parlant. Or là, vous avez parlé tout à l'heure d'un contrat qui serait potentiellement signé ou signable. Et à mon avis, le sujet qui peut se poser, c'est au fond, il y a tellement d'incertitudes que mettre sur moi une obligation, j'allais dire une prise de conscience, un travail pédagogique, un véritable échange sur l'intérêt, oui, bien entendu. Mais mettre sur moi une signature, ou plutôt, c'est pas mettre sur moi une signature, mais écrire au fond, signer au fond un contrat, alors qu'il y a tant d'incertitudes, je me dis qu'il y a le rapport potentiel peut être déséquilibré entre le professionnel de santé, non pas vous-même, personne, mais de manière générale entre le corps médical et le patient lui-même. Parce que je vois l'effet inverse, et s'il y a un événement indésirable grave qui arrive, en disant « Attendez, moi j'ai rempli ma partie du contrat, avez-vous rempli la vôtre ?» Et donc le risque de mettre au fond une signature en bas, c'est qu'à mon avis, on rend très juridique, au fond, un rapport qui est de l'ordre de la réelle décision partagée, au fond de la prise de conscience commune du risque potentiel et des bienfaits, du bénéfice et du risque qu'on va vivre ensemble. Parce que cette histoire, on va la vivre pas pendant 1 an, pas pendant 2 ans, mais sans aucun doute pendant une dizaine d'années. Et donc, si je comprends votre intention, et si je comprends l'intention qui anime ça, je trouve que potentiellement le risque, c'est qu'à cela desserve, dire l'intention. Et j'ajouterais, mais c'est mon avis tout personnel, que pour une communauté qui a connu le drame du sang contaminé, je trouve que c'est poser au fond le principe d'obligation des patients avec un potentiel signature à un tel niveau j'allais dire, de responsabilité et d'engagement qu'au fond, ni l'un ni l'autre ne peuvent tenir, je veux dire, au regard de l'histoire, de l'incertitude médicale et de l'incertitude que nous avons du point de vue de la thérapie génique elle-même. Donc, je comprends l'intention. Ma crainte, c'est que ça desserve, l'idée de faire signer desserve fondamentalement celle-ci. Voilà. Je comprends tout à fait les remarques. Néanmoins,
Je ne sais pas quelle est la bonne solution, si c'est une signature, si c'est un contrat moral, mais il faut que ce message des obligations des patients, vraiment ça passe. Parce que déjà, quand tout ça s'est fait bien, on n'est pas sûr du résultat. Mais si on ne se donne pas en plus les moyens que les patients suivent, font leur suivi, arrêtent l'alcool, ne font pas la contraception, etc., ça va encore ajouter d'autres couches de complexité. Ce message, je ne sais pas comment il faut le faire passer, avec ou sans signature. Après, vous faites une appendicectomie, vous signez un papier. Je pense que la question n'est pas là. C'est vraiment, j'ai compris et je m'engage dans cette voie-là. C'est un traitement qui va changer la vie des gens. Est-ce que le fait de changer l'intitulé et d'appeler ça une checklist partagée ou un truc comme ça, avec différents niveaux d'information que le fait de co-signer un document montre qu'on a bien parlé de tous les sujets qui sont abordés, est-ce que ça, c'est plus acceptable? Monsieur Sagnier. Non, mais vous soulevez la question à titre personnel. Donc, oui, je pense qu'effectivement, à un moment, on a besoin d'une mise en commun d'informations. Je vous ai donné une information, vous l'avez reçue, on est d'accord sur ce fait-là. L'engagement, c'est autre chose. Là, à chaud et sans échange avec, j'allais dire, ma communauté, donc à titre purement personnel. Je crois, par lui-même, par essence, le processus de prise de décision partagée permet une prise de conscience s'il est travaillé jusqu'au bout. Maintenant, je trouve l'idée, effectivement, d'une checklist vue ensemble, dans lequel... l'idée d'une checklist, au fond, vue ensemble, au fond, des points essentiels. Avec même, vous pourriez même dire, eh ben, voyons cette checklist ensemble. Qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui, au moment, alors que vous allez prendre qu'est-ce qui vous semble difficile pour vous de faire? Qu'est-ce qui vous sera semblé, qu'est-ce qui sera difficile pour vous de faire? Et noter, graduer, j'allais dire, de 1 à 4, par exemple. Eh ben, il y aura des choses que je trouverais très simples, puis il y en a d'autres que je trouverais très compliquées. Et peut-être que dans ces cas-là, on peut prévoir un accompagnement, justement, qu'on trouvera très compliqué certains points. Et dire, OK, ça veut dire qu'entre nous, c'est un point de vigilance. Ça veut dire que, voilà, ça peut être un point, je vais dire, qui mettent à chaque fois, au fond, qui mettent à chaque fois la relation partenariale entre professionnels et patients vraiment dans la dynamique de ce que c'est qu'un suivi d'une thérapie génique. À mon avis, ça pourrait une checklist avec une modération, disant c'est difficile ou c'est pas difficile pour moi. Voilà. Et puis que ça soit d'une certaine manière aussi réciproque peut-être sur certains points, parce que aussi pour certains professionnels, par exemple, ça peut être dur de faire face à des enjeux, par exemple familiaux ou psychologiques que la personne peut mettre en avant. Et peut-être que pour certains, c'est peut-être plus difficile. Là, je m'avance en disant, voilà, sur certains points, mais voilà, je dirais ça spontanément, mais je ne sais pas si c'est valable. Et puis tout ce qu'on a vu là, probablement que ça va évoluer avec l'expérience qu'on va acquérir de manière collective. D'autres questions? Non? On va continuer, donc peut-être je vous laisse... On va poursuivre.